Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais faire un petit peu évoluer le Lowell Mod qui se trouve derrière moi. Étant donné qu'il me sert de table de bench, j'ai décidé d'y mettre une carte mère très spéciale. Et surtout pour avoir de nouvelles données avec cette nouvelle plateforme de test, et ben on va passer énormément de cartes graphiques pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais avant ça, on passe rapidement à la sponsor, on se retrouve juste après. Je vous présente le partenaire pour cette vidéo, il s'agit du site VIP Your CDK. Et pour tester le site d'ailleurs, je me suis pris une version OEM de Windows 10 Pro, et je sais pas si vous le saviez, avec une licence de Windows 10, vous pouvez très bien passer sur Windows 11 vu que la mise à jour est gratuite. Pour acheter votre clé CD, c'est plutôt simple, il suffit de se créer un compte sur le site ou encore de se connecter si vous en avez déjà un. Vous choisissez ce que vous voulez, par exemple la clé pour Windows 10 Pro que je suis en train de tester, et en plus de ça, il vous propose 25% de réduction supplémentaire avec le code HA25. Ça fait plutôt plaisir et ça vous permettra d'avoir la version OEM de Windows 10 Pro pour moins de 15 €. Une fois que vous avez appliqué le code, il vous reste plus qu'à passer au paiement et ensuite vous recevrez la clé sous 2-3 minutes et vous trouverez votre clé CD dans votre profil sur le site. Il faut ensuite télécharger et installer Windows 10, vous trouverez tout ça sur le site officiel de Microsoft, je vous mets le lien en description. Une fois que vous êtes dans votre Windows, si vous voulez l'activer, c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le panneau de configuration. Ensuite, vous cliquez sur l'icône Système et vous aurez cette fenêtre qui s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur la mise à niveau de votre édition de Windows. Ensuite, vous cliquez sur Modifier la clé de produit, vous aurez cette fenêtre qui s'ouvre et il ne vous reste plus qu'à rentrer votre clé CD. Une fois que c'est fait, vous validez et c'est terminé, votre Windows est activé. Il me semble que j'en avais parlé pour la vidéo des 1 an de la chaîne, j'avais envie de faire évoluer le Lowell Mod. Et vu qu'en plus de ça, j'ai envie de m'attaquer aux composants de début 2000, notamment les cartes graphiques, eh bien j'ai besoin d'une plateforme de test qui me permet de tester l'intégralité des cartes graphiques que l'on a eues sur cette période. Parce que sur cette période-là, on a eu des cartes graphiques, même si ça commençait à être vraiment rare, on avait des cartes graphiques en PCI tout court, on avait aussi des cartes graphiques en AGP, et bien entendu, sur le milieu de la décennie 2000, on a commencé à voir le PCI Express qui est arrivé. Avec une connectique aussi variée pour les cartes graphiques, il me fallait vraiment une carte mère qui soit capable de gérer tout ça. Et c'est pour ça que j'ai ressorti la carte mère que j'ai utilisée dans ma toute première vidéo YouTube. Il s'agit de la ASRock 4-Core Dual SATA 2. Et vraiment, si j'ai choisi cette carte mère là, c'est pas pour rien. Elle est idéale pour tester les composants de toute cette période là, du moins les cartes graphiques. Il s'agit d'une des rares cartes mères qui est à la fois compatible pour le PCI tout court, le PCI Express et l'AGP. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais en plus de ça, elle est en socket 775 et compatible pour les cordes duo, mais aussi les cordes quad. Et ça, c'est vraiment pas mal parce que ça me permet de me débarrasser totalement du bottleneck pour les cartes du milieu des années 2000, voire même avant. Parce qu'on l'a vu dans la vidéo du PC de 2004, même en ayant un très gros processeur de cette période-là, le bottleneck est très présent pour tester les cartes graphiques. Alors que les processeurs cordes duo et cordes quad ont donné un énorme gap de performance pour ce qui est de la puissance processeur, ce qui me permettra de pas mal éviter le bottleneck et ce qui est quand même bien plus sympa pour faire des tests de cartes graphiques. Bref, je passe rapidement en voix off, on va parler un petit peu plus en profondeur de cette carte mère et on se retrouve juste après. Donc cette carte mère 4-Core Dual de ASRock, la voici en image. Comme je le disais, elle dispose donc d'un port PCI Express, un port AGP et de plusieurs ports PCI. Étant donné qu'elle est en socket 775 compatible pour les cordes quad, j'ai mis un cordes quad Q6600. Il s'agit donc d'un quad-core qui est cadencé à 2,4 GHz et qui est sorti en 2007. Il y a d'autres surprises avec cette carte mère, notamment sa compatibilité pour la mémoire. Elle est compatible DDR2, mais ça c'est plutôt classique avec les cordes duo et cordes quad. Ce qui l'est c'est qu'elle est aussi compatible pour de la DDR1. C'est d'ailleurs ce que j'y ai mis, j'ai mis 2 barrettes de 1 Go de DDR cadencé à 400 MHz. Il aurait été plus logique avec ce processeur de mettre de la DDR2, mais je pense que la carte mère est un petit peu fatiguée. Parce que pendant mes tests en DDR2, j'ai eu des gros problèmes de stabilité et plusieurs écrans bleus. Mais ce sera pas très gênant étant donné que la période que je vis, c'est de toute manière une période pendant laquelle on était sur de la DDR tout court. Bref, vraiment, vous le voyez, on est sur une carte mère couteau suisse qui a vraiment accompagné la transition de toutes les technologies que l'on a eues pendant cette période. Donc vous l'avez vu, cette carte mère est vraiment idéale pour pouvoir tester tout type de cartes graphiques. Et d'ailleurs, regardez ce que je vous mets en image, on va tester toutes ces cartes graphiques là. Il y en a d'un petit peu toutes les périodes qu'on a déjà vues sur la chaîne, donc ça se concentre principalement sur la deuxième moitié des années 2000. Précédemment, pour tester mes cartes graphiques et faire un tableau qui récapitule un petit peu tous les résultats que j'ai eus, j'utilisais le benchmark Unigine Sanctuary. Mais ce benchmark demande beaucoup trop de ressources pour les cartes de la première moitié des années
années 2000. Donc pour avoir un benchmark qui est plus intéressant, j'ai décidé de me tourner du côté de 3D Mark. Parce que sur la première moitié des années 2000, finalement, ils proposaient des benchmarks pour quasiment toutes les années. Il y avait une version 2001 de 3D Mark, il y avait aussi une version 2003 de 3D Mark, c'est la première version avec DirectX 9. Mais celui qui nous concerne aujourd'hui, ça va être 3D Mark 2005. J'ai donc passé pas mal de cartes graphiques sur ce test-là, je passe en voix off, on se retrouve après. Je pense que vous le voyez à l'image, on fonctionne sous Windows XP, plus précisément la version Pro. Pour tester des composantes de la décennie 2000, c'est quand même mieux. Concernant 3D Mark 2005, j'utilise uniquement les 3 premiers tests étant donné qu'il s'agit des tests GPU. Le tout en résolution 1024 par 768 et sans anti-aliasing. Et la première carte que je teste pour inaugurer la plateforme AGP, il s'agit de l'ATI Radeon HD 2600 XT en AGP. Elle est sortie en 2007, elle fait partie, disons, des dernières cartes graphiques que l'on a pu voir en AGP. Et on a eu quelques-unes après, mais vraiment on est sur la fin de l'AGP. D'ailleurs, les images que vous verrez en fond, c'est les passages que j'ai fait avec cette carte-là. On passe directement à son score parce qu'il y a beaucoup de cartes à passer, donc je vais pas vraiment aller dans les détails. Elle a fait 9268 points. Pour la suite, on passe du côté d'NVIDIA avec une carte de 2006, la GeForce 7900 GS. Il s'agissait d'une carte plutôt milieu de gamme qui nous a fait un score de 4760 points. Et c'est pas incroyable, hein, je m'attendais à mieux avec cette carte. Pour la suivante, on repasse du côté de chez ATI avec une X1950 XT. C'était une carte haut de gamme de 2006 et elle a fait un score de 9966 points. On passe avec sa concurrente directe d'NVIDIA à l'époque, la NVIDIA GeForce 7950 GT, qui a fait un score de 7685 points. C'est intéressant parce que ça confirme ce que j'avais déjà remarqué dans les précédentes vidéos, c'est que clairement les GeForce 7000 étaient quand même en retrait. On repasse chez ATI avec ma Radeon HD 3870 qui est elle sortie en toute fin 2007. Et elle nous a fait un score de 14 425 points, ce qui est vraiment pas mal. Quant à sa concurrente directe qui est sortie, elle, en 2008, la NVIDIA GeForce 9800 GTX, elle nous fait 13 574 points. Alors par contre, le score est un petit peu bas, normalement les 9800 sont au-dessus des Radeon HD 3870. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué avec ma carte, je pense qu'elle a un petit souci. Il faudrait que j'essaie d'en trouver une autre pour confirmer les résultats. On reste chez Nvidia avec la plus puissante des GeForce 7000, la 7900 GTX. Cette carte-là nous a donné un score de 10 079 points. Elle fait un petit peu mieux que la 1950 XT, et ça par contre ça correspond pas avec les tests que j'avais eu la dernière fois. Mais en vrai c'est normal parce que je n'ai pas mis l'anti-aliasing qui était un filtre qui faisait vraiment très mal aux GeForce 7000. On passe donc à sa concurrente directe de 2006, l'ATI Radeon X1950 XTX. Elle nous donne un score de 11 059 points, elle est donc au-dessus de la 7900 GTX. On teste maintenant face à la 7600 GT qui est de 2006 elle aussi et qui a fait 6575 points. C'est vraiment très correct pour une carte milieu de gamme de cette période-là. Et si on compare la carte que j'avais opposée dans ma vidéo du PC de 2004, à savoir l'ATI X850 XT, j'avais remarqué qu'elles étaient relativement proches, mais j'étais pas mal embêté à cause du bottleneck. Et bien ces deux cartes-là sur ce benchmark font un score qui est quasiment similaire, la X850 XT faisant 6544 points. Mais il faut pas oublier que cette carte d'ATI est sortie quand même 2 ans avant. J'ai aussi passé la 7600 GS qui est plutôt orientée vers l'entrée de gamme et elle a fait 4133 points. Et enfin on termine avec la Nvidia GeForce 7800 GTX sortie en 2005 cette fois-ci et qui a fait un score de 7984 points. C'est un petit peu bizarre parce qu'elle fait moins bien que la 7950 GT alors que dans tous mes tests clairement la 7950 GT était au-dessus. Pour que vous puissiez y voir plus clair et mettre en perspective tous ces résultats, je vous ai fait un tableau comme d'habitude. Et dans les résultats que je trouve vraiment intéressants, il y a celui de la 7600 GT face à la X850 XT. C'est vraiment intéressant de voir que cette ATI qui était la carte la plus performante de 2004 se fait finalement rattraper 2 ans plus tard par une carte milieu de gamme. Dans les cartes qui m'ont plutôt déçu, il y a la 7900 GS. Elle est censée se positionner entre la 7950 GT et la 7600 GT. Donc clairement c'est un score qui n'est pas terrible et je dirais même qui n'est pas normal. Et la deuxième carte qui est un petit peu dans ce cas là, c'est ma 9800 GTX. Elle fait dans les meilleurs scores de ce tableau là, mais normalement elle devrait faire un petit peu mieux. Les 7900 GTX étaient globalement un petit peu au-dessus des Radeon HD 3870. Et là c'est plutôt l'inverse finalement, elle est un petit peu en retrait, donc là aussi je pense que c'est pas un score qui est normal. Mais comme je l'avais dit, c'est pas la première fois que cette carte me fait des scores en deçà de ce qu'elle devrait me donner. Bref, il y a vraiment un souci avec ces deux cartes là, donc je pense prochainement les retirer du tableau et faire un test avec d'autres cartes pour voir si ça confirme ou non ces résultats là, mais en attendant, dans le doute, je préfère pas compter ces résultats.
Et à contrario, dans les cartes qui s'en sortent étonnamment bien, il y a la 7950 GT et la 7900 GTX. C'est des cartes que j'avais déjà fait en rétrospective et normalement elles faisaient moins bien que la X1950 XT. Mais sur ce benchmark là, visiblement elles s'en sortent vraiment pas mal. Donc voilà pour ce nouveau protocole de test. Vous le verrez sûrement dans les prochaines vidéos que je vais faire, notamment quand je vais devoir tester des cartes en AGP, ça va vraiment être pratique. Et les résultats que je viens de mettre dans le tableau, ça me servira de base de comparaison comme je le faisais dans les précédentes vidéos, sauf que j'utilisais le benchmark Unigine Sanctuary. On peut dire que ça nous fait déjà un tableau qui est plutôt bien fourni. Ça permettra d'avoir une base de données pour le futur de la chaîne. Au fur et à mesure que je testerai des cartes graphiques, je les ajouterai à ce tableau-là et ça nous permettra d'avoir un récapitulatif de toutes les performances. En plus de ça, c'était l'occasion de ressortir des cartes que l'on a déjà vues sur la chaîne et d'autres que j'ai utilisées parce que je pense pas forcément faire une vidéo dédiée à uniquement ces cartes graphiques-là. Donc ça nous donnera vraiment un bon point de comparaison pour tester les futures cartes graphiques qui vont arriver. Allez, on arrive à la fin de la vidéo et vous l'avez vu, c'est un format qui est un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous plaît malgré tout, ça me permet de vous montrer des choses que j'aurais pas forcément fait en format long. Je compte vous faire un petit peu plus souvent des vidéos relativement courtes telles que celle-ci. Ça change un petit peu des vidéos qui durent 20 minutes que j'ai pu faire ces derniers temps par exemple. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans la description, vous trouverez le lien Linktree, que ce soit pour aller vers le Discord ou encore me contacter via la boîte mail. Et la boîte mail, notamment, vous pouvez l'utiliser pour participer au PC rétro des abonnés. Allez, on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.